Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Très heureux d'être de retour parmi vous pour une vidéo aujourd'hui où est-ce qu'on va faire une mise à jour sur le marché des cryptos. On va parler du prix du Bitcoin, on va parler du marché en général, on va parler de qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux, on va parler des banques centrales, de l'inflation, mais aussi on va parler de 3 opportunités aujourd'hui. Certaines à court terme, certaines à long terme qui peuvent avoir un beau potentiel de gain et j'aimerais vous partager ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de mettre un commentaire parce que ça aide mon channel et ça aide au référencement. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs personnes, des fraudeurs, qui essaient de se faire passer pour moi dans les commentaires sur YouTube, sur Telegram, sur Twitter. S'il vous plaît, ne donnez jamais votre argent à personne. Le seul endroit pour communiquer avec moi, c'est sur mon site web, paulcryptoformation.com, et jamais je ne vais vous contacter en privé pour vous offrir n'importe quel programme à la con, là. Donc, s'il vous plaît, gardez vos cryptos en votre possession et ne les donnez à personne. Parce que les fraudeurs se multiplient, c'est un vrai fléau. Et ne vous inquiétez pas, là, j'essaie de les bloquer sur YouTube, sur Telegram. On est plusieurs modérateurs, mais on réussit pas parce qu'on en bloque 3 puis il y en a 10 qui apparaissent. Donc, vraiment faites attention à ça. Et je vous remercie encore une fois tout le monde pour les commentaires que vous me laissez. Et s'il vous plaît, ne soyez pas offusqués parce que je ne vous réponds pas ou je vous réponds dans un délai d'un certain nombre de jours. Il faut se rappeler que je reçois plus d'une centaine de courriels à chaque jour. Donc, ça peut créer certains délais. Et avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Donc, tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est pas des conseils financiers parce que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie et de ses propres recherches. Donc, de votre côté, faites vos propres recherches aussi. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir du côté du Bitcoin? On a vu 2021, l'année d'accumulation, où est-ce qu'on était pris dans un range entre 28 000 et 65 000 sur le Bitcoin. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On a vu une belle phase d'accumulation ici, depuis le mois de janvier, là, où est-ce qu'on consolidait entre 33 000 et 45 000 sur le Bitcoin. Et là, si on zoome un petit peu sur ce qui est arrivé dans les derniers jours, on a vu une belle montée du Bitcoin là, qui a duré plus que 2 semaines. Où est-ce que le Bitcoin a pris plus de 27%. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'y a rien qui monte en ligne droite. Et là, depuis les derniers jours, on voit une correction du Bitcoin d'environ 10% depuis 10 jours. Et ce genre de correction-là, faut se rappeler que c'est normal, c'est comme ça. Un marché, ça ne monte jamais ou ça ne descend jamais en ligne droite. Quoique, dans le marché des crypto-monnaies, c'est le genre de choses qu'on peut voir sur certaines périodes de temps. Mais là, ce qu'on est en train de voir, selon moi, c'est une première correction avant une montée qui va être assez incroyable, qu'on risque de défoncer là, les résistances qu'on voit ici à 51 000 et à 60 000 probablement au mois de mai-juin. Et si on prend le bon vieux schéma de Wyckoff qu'on voit ici, vous vous souvenez, Wyckoff, c'est la méthode qu'utilisent les entités pour soit accumuler ou distribuer des positions. Mais en ce moment, on serait dans le SOS, ici là, qui est le Sign of Strength, donc un signe de force dans le marché où est-ce qu'on a dépassé notre résistance. Et là, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que, étant donné que tout le monde avait les yeux sur la résistance autour des 45 000 $, c'était évident que les market makers, les entités, allaient s'amuser avec cette résistance-là. Vous voyez, on a défoncé la résistance, on est allé jusque dans les 42 000 $. Potentiellement même qu'on pourrait aller chercher la moyenne des 50 derniers jours, autour des 41 800 $ sur le Bitcoin. Et par la suite, ce serait pas étonnant dans les prochaines semaines de voir le Bitcoin réellement entamer son ascension pour 2022. Et on va aller voir des choses ensemble qui nous prouvent que vraiment, il y a des belles choses qui s'en viennent. Donc premièrement, si on va voir le tweet ici de Dylan Leclerc sur Twitter qui nous explique que les dernières fois que le Bitcoin est arrivé autour des 47 000 $, on voyait les contrats futurs sur le Bitcoin, donc les produits dérivés, où est-ce qu'on avait un premium d'environ 25% la première fois qu'on a atteint 47 000 sur le Bitcoin. La deuxième fois qu'on a atteint 47 000 sur le Bitcoin en septembre 2021, on avait un premium autour des 9%. Et là, en ce moment, on a atteint les 47 000 la semaine dernière et on est avec un premium autour des 4%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la montée qu'on est en train de voir actuellement sur le Bitcoin est de moins en moins dirigée par les produits dérivés, mais plutôt dirigé par des réels achats de Bitcoin. Et ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire que les gens sont beaucoup plus frileux à prendre des leviers sur les dérivés. Donc, on a moins de chances en ce moment de voir des cascades de liquidation énormes et toutes ces autres belles choses-là qui causent de la panique dans le marché. Donc, pour le moment, le marché serait supporté par des achats physiques de Bitcoin
Et on va aller voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et les dernières fois qu'on avait ce niveau là, de désengagement au niveau des contrats futurs, ben c'était lorsqu'on est arrivé en septembre 2020, où est-ce que le Bitcoin s'est transigé autour des 9 000 $ et a monté jusqu'à 65 000 $. On a vu la même chose lors de l'été 2021, où est-ce que le Bitcoin a atteint 21 000 $ et a monté jusqu'à 69 000 $. Et on a atteint les mêmes chiffres maintenant. Donc vous comprenez que on a complètement fait un reset sur le marché au niveau du sentiment et des dérivés. En plus de ça, comme je vous expliquais, on voit la smart money qui est longue au niveau du marché des actions, du S&P 500, du Nasdaq, de tous les indices majeurs. Et les fois qu'on a vu ça, que le smart money était dans des positions aussi positives sur le marché, ben on a vu le marché avoir des nouveaux sommets historiques là, dans les dernières années. Donc, une fois qu'on va voir le S&P 500 repartir à la hausse pour une autre jambe haussière, on risque de voir tout le marché des crypto-monnaies vraiment aller plus haut pour vraiment une belle montée probablement dans les prochaines semaines. Donc en plus de voir la demande institutionnelle augmenter sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, on voit qu'en ce moment on a miné le 19 millionième Bitcoin. Donc il reste seulement 2 millions de Bitcoin à être minés dans les prochaines années. Et on se rappelle que la quantité maximale de Bitcoin qui va être minée, ça va être 21 millions. Et ça va être miné autour de l'année 2140 parce que les récompenses par bloc diminuent à chaque 4 ans environ au cycle de halving. Donc éventuellement, il va y avoir une rupture de stock de nouveaux Bitcoin et on risque de voir le prix du Bitcoin augmenter, surtout si on a des politiques monétaires inflationnaires qui continuent et ça, on va aller voir ça dans les prochaines minutes. Et une autre chose que je voulais vous montrer, c'était qu'on voit les transactions, en fait les frais de transaction sur le réseau Bitcoin qui ont diminué énormément, comme si on était dans un marché baissier, alors qu'en fait le réseau Bitcoin est utilisé de plus en plus. Pourquoi? Ben c'est parce que des innovations sur le Bitcoin, on voit le Lightning Network qui permet d'avoir des canaux de transaction qui fait que les transactions coûtent 0 $. On a l'implémentation de Segwit qui a diminué énormément les frais de transaction et qu'en plus, on voit de plus en plus de transactions qui se font en batch, donc des transactions qui sont rassemblées pour faire qu'une seule transaction. Donc c'est pour ça, on voit le réseau de Bitcoin qui est en train de s'améliorer tout en restant très sécuritaire. Donc ça, c'est génial. En plus de ça, on voit la ligne orange ici qui est le nombre de Bitcoin sur les exchanges. Et on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. À partir du mois de mars 2020, on a vu les Bitcoins sortir des exchanges. Et pourquoi? Ben la réponse, je pense que vous la connaissez si vous êtes sur le channel depuis un certain temps, mais on va aller voir le pourquoi ensemble. Depuis mars 2021, on voit que les Bitcoins sortent des exchanges pour aller dans les portefeuilles de certaines personnes qui en accumulent. Pourquoi ces personnes en accumulent? Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Ben, on a eu l'avènement des banques centrales qui se sont mis à imprimer comme s'il n'y avait pas de lendemain, imprimer sans aucun plafond. Comme qu'est-ce qu'on a vu ici? La Banque centrale américaine. On voit les données M1 qui représentent la masse monétaire aux États-Unis. Ben, on voit que depuis mars 2020, on a passé de 4 000 milliards de dollars à 20 000 milliards de dollars. Donc, la masse monétaire aux États-Unis a fait x5. Et là, après ça, on se demande pourquoi il y a de l'inflation. Ah, c'est incroyable. Et on vous dit que c'est le prix des choses qui augmente, c'est le prix du pétrole qui augmente, c'est le prix de la nourriture qui augmente. Mais non, c'est parce qu'on est en train de diminuer votre pouvoir d'achat en diluant votre monnaie. Et on va vous mettre des causes externes, la guerre en Ukraine, le COVID, n'importe quoi. Mais finalement, la vraie raison, c'est qu'on est en train d'imprimer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et tout ça est légal parce que quand c'est la Fed, quand c'est les politiciens qui décident, c'est légal. Ce beau mot légal qui légitimise des choses qui devraient pas être légitimées. Comme en ce moment ici, on voit une charte qui représente l'inflation dans les pays du monde et on sait que ces chiffres-là sont quand même trafiqués à l'avantage des certains pays parce que si on prenait la mesure, vous vous souvenez, aux États-Unis, en 1980, on sait que l'inflation est de plus de 15%. Et si vous êtes un humain comme moi qui mange, parce que moi, je vais à l'épicerie parfois, ben, honnêtement, les chiffres d'inflation qu'on voit là de 8% comme aux États-Unis ou de 5,7% au Canada, ben, moi je dirais que c'est plus 50% sur la nourriture et 50% sur tous les autres objets qu'on achète couramment. Donc vous comprenez que on a une inflation monstre qui est diminuée dans les chiffres officiels. Et si on prend les données de Charlie Bellilo, là, qui est vraiment génial sur Twitter, et on fait le calcul où est-ce qu'on prend le taux d'intérêt d'une banque centrale d'un pays moins son inflation, ben on se rend compte qu'on arrive avec le vrai taux directeur, le vrai taux d'intérêt des pays. On se rend compte qu'au Canada, on est à moins 5,2% par année.
Donc, on se fait voler sur notre pouvoir d'achat. En ce moment, 5,2% de façon annuelle. Aux États-Unis, c'est moins 7,5%. En euros, moins 8%. Et tout ça, c'est légal, c'est parfait. Donc, en laissant votre argent à la banque, vous perdez du pouvoir d'achat. Et je vous ai expliqué les façons de s'en sauver. On est rendu à un point crucial. Si vous n'avez pas compris en ce moment, je sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous. Mais les crypto-monnaies, où est-ce qu'on a une inflation limitée comme on voit en ce moment, c'est une solution. On a aussi les commodités, justement que j'ai repris mes positions sur les commodités, comme on a vu ici sur le blé avec le wheat. Aussi, j'ai repris mes positions sur le pétrole. Donc, je vous avais dit que j'allais vous en parler lorsque j'allais racheter. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué que je vendais mes positions juste ici, le 9 mars avant la grosse correction. Et là, je rachète mes positions sur les commodités. Parce que je pense que sur le long terme, il y a beaucoup de profit à faire avec ça. Donc, si on revient sur les vrais taux d'intérêt des pays, on se rend compte qu'on se fait voler à chaque jour. Et là, c'est pour ça que depuis mars 2020, je pense que les entités qui ont compris la partie sont en train de sortir les bitcoins des exchanges pour les avoir en leur possession. Parce qu'éventuellement, le bitcoin va vraiment être un excellent hedge contre l'inflation. Et à ce qui a trait à l'inflation, on n'a encore rien vu. Tout simplement parce que l'économie est complètement finie. Si on regarde ici la vélocité de la monnaie, j'ai été chercher cette charte-ci sur le site web de la Banque centrale américaine. Je regardais les statistiques, on est arrivé à des chiffres qu'on n'a pas vus depuis 1994 et même 1976. Mais là, finalement, je me suis pas rendu compte que, vous voyez juste en bas ici, il nous montre pas la charte au complet. Donc, j'ai fait ceci. Et voyez ce qui apparaît. La vélocité de la monnaie est à un bas historique. Donc, ça veut dire que l'économie est encore pratiquement arrêtée. Et la seule chose qui soutient artificiellement le marché, c'est l'impression monétaire. La preuve est ici. On voit le bilan de la Banque centrale où est-ce qu'ils n'arrêtent pas d'accumuler des actifs. Ils sont rendus avec plus de 8 900 millions de milliards en actifs que la Banque centrale américaine possède en rachetant des dettes, des prêts toxiques, en rachetant à peu près n'importe quoi et même des actions via des fonds comme BlackRock. Et vous vous souvenez en 2008 lorsqu'on avait eu des bailouts où est-ce que les banques centrales ont sauvé les compagnies qui étaient en faillite, qui n'étaient pas capables de se gérer eux-mêmes en imprimant de l'argent et en leur donnant ou en rachetant leurs dettes avec le QE1, le Quantitative Easing 1, le QE2. On voit pas ici, il y a eu l'opération Twist qui était en fait le QE3. Ici, on a le QE3 qui est en fait le QE4. Et maintenant, on a le QE infini qui supporte le marché artificiellement. Et pour les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est un QE, je vous invite à aller voir la définition juste ici sur Investopedia. Prenez le temps de comprendre qu'est-ce que c'est et comprendre les impacts sur votre portefeuille en ce moment. Et c'est pour ça qu'on voit les bitcoins sortir des exchanges depuis mars 2020. Et là, je vais vous parler de la première opportunité de la vidéo. Ça va être la finance décentralisée sur le bitcoin. Et oui, de la DeFi sur le bitcoin. Et là, pourquoi je vous montre le portefeuille de MicroStrategy? On se souvient, la compagnie publique avec Michael Saylor qui a accumulé 129 000 bitcoins en ce moment. Un prix moyen de 30 000 $. Donc en ce moment, ils ont plus de 2 milliards de dollars en profit non réalisé. Il est arrivé quelque chose de vraiment particulier dernièrement. C'est qu'on a vu MacroStrategy, qui est une filière de MicroStrategy en fait, qui a réussi à prendre un prêt de 205 millions de dollars collatéralisé par des bitcoins via la banque Silvergate Bank, qui est une banque crypto-friendly. Donc vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a réussi à prendre un prêt avec des bitcoins en collatéral. Je pense que c'est une première dans l'histoire, en tout cas que je connais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 205 millions de dollars? Finalement, Michael Saylor a acheté 4167 bitcoins de plus pour la compagnie. Donc on appelle ça prendre un levier. Mais vraiment, ça nous prouve que le bitcoin peut être utilisé comme collatéral pour emprunter de l'argent. Et ça, c'est massif. Parce qu'avant, on voyait ça avec de l'immobilier, avec de l'or, avec des actions. Et là, on voit ça avec le bitcoin. Donc, ça ouvre la porte à quelque chose de massif. La finance décentralisée sur le bitcoin. Et je pense que il va y avoir une micro-bulle sur la finance décentralisée sur le bitcoin, comme on avait parlé avec Chantal Lang dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller voir le rapport de CoinGecko, que je vais laisser le lien dans la description de ma vidéo, qui est ici, où est-ce qu'on parle de la DeFi sur le bitcoin. Pourquoi la DeFi sur le bitcoin? Tout simplement parce que beaucoup de bitcoin maximalistes qui vont vouloir garder leur bitcoin, ne jamais vendre leur bitcoin en fait, et prendre des prêts avec en collatéral leur bitcoin.
Donc ça, c'est vraiment génial et on voit plusieurs projets qui vont permettre de faire ça. Et on voit aussi des sidechains et des layer 2, donc des deuxièmes couches sur le Bitcoin qui permettent d'accélérer les transactions, là, comme on a vu avec le Lightning Network ou DeFi Chain, qui est un beau projet en finance décentralisée sur le Bitcoin. Et si on va voir l'image juste ici, on se rend compte que il y a déjà des projets, vous voyez, des DEX, des exchanges décentralisés, sur soit la blockchain du Bitcoin ou sur un layer 2 sur le Bitcoin ou une sidechain. On voit des stablecoins qui veulent se développer. On voit des prêts, des oracles et des dérivés. Et un projet que je vous recommande de faire vos propres recherches, en fait, il y en aurait deux aujourd'hui. Il y aurait DeFi Chain, que vous voyez juste ici. Je vous recommande de faire vos recherches là-dessus et de comprendre le mécanisme derrière ça. Si vous pensez qu'il va y avoir une bulle de finances décentralisées sur le Bitcoin, ben DeFi Chain risque d'en faire partie. Et un autre projet qui est plutôt un small cap, ben c'est Sovereign, qui va permettre de faire beaucoup de finances décentralisées sur le Bitcoin. Son seul problème, c'est le tokenomics. On voit un vesting schedule qui est pas très beau, qui a des nouveaux tokens qui sont dompés à chaque mois. Mais de ce que j'ai vu, le vesting devrait se calmer dans les prochains mois. Donc Sovereign à garder pour ma part sur ma liste de surveillance lorsque on va voir une bulle sur la finance décentralisée sur le Bitcoin. Parce qu'on se rend compte que la valeur verrouillée sur les contrats intelligents d'application de finances décentralisées sur le Bitcoin a triplé depuis le début 2021. En plus de ça, on voit qu'il y a énormément de place à ce qu'on puisse utiliser le Bitcoin comme collatéral sur sa propre blockchain, parce qu'on voit déjà que le Bitcoin est utilisé comme collatéral sur la blockchain d'Ethereum, avec des Bitcoins enveloppés dans des contrats intelligents sur la blockchain d'Ethereum en ce moment. En fait, quand le rapport de CoinGecko a été fait, il y avait 200 000 Bitcoins enveloppés dans des contrats intelligents sur la blockchain d'Ethereum qui étaient utilisés dans des protocoles de DeFi, et il y en avait seulement 12 200 sur la blockchain de Bitcoin. Et peut-être qu'on risque d'avoir un rééquilibrage à ce niveau-là. Donc vraiment, de mon côté, je vais analyser les projets de finances décentralisées sur le Bitcoin. Je vous en ai parlé de deux. Maintenant, allons voir la prochaine opportunité. La prochaine opportunité est la suivante. Si je vous disais que vous pourriez faire 25% de gains sur vos Bitcoins de façon instantanée, est-ce que vous seriez intéressé? Si la réponse est oui, ben écoutez les prochaines minutes, ça peut peut-être vous intéresser. On a... Vous vous souvenez, le fonds Grayscale Bitcoin, qui en ce moment se transige à un discount de 25%. Donc, une action GBTC de Grayscale Bitcoin devrait normalement se transiger à 0% de premium. Donc, ça ferait en sorte qu'on serait au vrai prix du Bitcoin. Et on sait que Grayscale détient énormément de Bitcoin sous sa gestion. On parle en ce moment de plus de 27 milliards de dollars en actifs en Bitcoin, en fait, dans son fonds GBTC. Et normalement, l'action GBTC devrait refléter le réel prix d'un Bitcoin. Et là, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Habituellement, lorsque le marché est haussier, la prime, en fait, l'action GBTC se trade au-dessus du prix du Bitcoin. Et lorsque le marché est baissier, l'action GBTC peut se trader en dessous du prix du Bitcoin, mais là, c'est exagéré avec 25% de discount. Et là, GBTC, en fait, Grayscale, a fait une demande pour devenir un ETF Bitcoin backé par les contrats futurs. Et on sait que GBTC, en fait, a perdu sa place d'être le principal véhicule d'investissement pour les institutions depuis l'arrivée des ETF backés par les Bitcoins. Et là, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? En fait, aujourd'hui, c'est que l'ETF Thyrium Bitcoin Futures a été accepté. Et là, qu'est-ce que ça a rapport avec GBTC? Ben, c'est que avec Grayscale, en fait, c'est que Grayscale a aussi fait une demande par rapport au Securities Act 1933, alors que les autres ETF comme ProShare, Bitcoin, VanEck avaient fait des demandes par rapport au Investment Company Act of 1940. Donc vous comprenez, c'est que là, on vient de créer un précédent. Le fonds Thyrium a utilisé la loi 33 pour faire accepter son ETF en Bitcoin futur, et Grayscale a fait sa demande pour que GBTC devienne un ETF backé par les contrats futurs. Et la date limite pour la SEC d'accepter la proposition, c'est en juillet 2022. Et si GBTC est accepté comme ETF, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il n'y aura plus de moins 25% de discount. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que du jour au lendemain, si GBTC est accepté, son ETF est accepté, ben, vous allez vous faire 25% de gain sur vos actions. Donc, de mon côté, je vais regarder pour acheter du GBTC dans mes positions que j'ai déjà achetées via mes comptes de courtage. Et ce serait vraiment étonnant que GBTC soit refusé, et même ils ont dit s'il était refusé pour leur ETF backé par les contrats futurs, ils allaient poursuivre la SEC. Et en plus de ça, on sait que GBTC a plus de
27 milliards de dollars en actifs de Bitcoin sous gestion. Donc, ils savent comment ça marche là, de détenir des Bitcoins. Donc, potentiellement qu'on a une belle opportunité d'arbitrage ici. Maintenant, allons parler de la troisième opportunité du jour. Ben, elle est juste ici. C'est l'écosystème de Near Protocol qui, encore une fois, vient de lever 350 millions de dollars pour développer leur blockchain et leur écosystème. Donc, vous vous souvenez, dans la vidéo juste ici, je vous avais parlé de Near à quel point on risquait de voir son écosystème exploser lorsqu'il avait annoncé un fonds pour la DeFi de 800 millions de dollars. Après ça, il y a 3 mois, ils ont levé 150 millions de dollars pour développer la blockchain. Et là, aujourd'hui, on lève 350 millions de dollars. Donc, je pense que du côté de Near, il y a des choses qui se trament derrière les rideaux et on risque de voir des applications assez incroyables sortir de nulle part. On a des rumeurs qu'il y aurait un stablecoin qui pourrait sortir sur la blockchain de Near, qui serait algorithmique, un peu comme on a vu avec Luna. Ça reste encore des rumeurs, mais honnêtement, avec le succès qu'a connu Luna, ce serait pas surprenant qu'on voit un stablecoin algorithmique qui soit sur la blockchain de Near. Donc, de mon côté, je vais augmenter mes positions sur Near, qui en ce moment se transige autour des 16$. Et vous comprenez quelque chose, là. C'est que le narratif, comme on a parlé de la vidéo précédente, des Ethereum killers ou des remplaçants d'Ethereum, ben ça passe par ça, là, par beaucoup de financements sur différentes blockchains qui sont compétitrices à Ethereum. Et Near Protocol est pratiquement la version Ethereum 2.0 d'Ethereum parce qu'on utilise le sharding, on est sur du proof of stake et ça fonctionne déjà très bien. Donc de mon côté, je vais augmenter mes positions sur Near, mais aussi il y a une nouvelle position que je vais rajouter à mon portefeuille, moins d'1% de mon portefeuille parce que c'est spéculatif, mais ça peut rapporter énormément. C'est juste ici Aurora, qui est le Layer 2 sur la blockchain de Near. Si on veut, c'est comme le Polygon sur la blockchain de Near. Donc, ce que Polygon est pour Ethereum, Aurora est pour la blockchain de Near. Et Aurora constitue le pont entre la blockchain d'Ethereum et Near. En ce moment, ça se transige autour des 260 millions de dollars. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est une opportunité court terme selon moi parce que, vous voyez ici, on a seulement 23 millions de tokens sur une possibilité de beaucoup plus. Et le premier relâchement de tokens va se faire le 18 mai 2022 parce qu'on parle de 6 mois après le 18 novembre. Donc le 18 mai 2022, faites attention, il risque d'avoir une grosse correction sur la blockchain de Aurora au niveau de son prix. Mais par contre, d'ici là, il y a probablement des belles opportunités. Et si on regarde son prix, on voit qu'on a eu un sommet historique en janvier dernier lorsqu'on a eu l'explosion sur les projets de l'écosystème de Near, les guerriers, on a fait beaucoup d'argent là-dessus. Et là, on a une deuxième opportunité, selon moi, d'entrer dans ce projet-là. Donc, je vous conseille de faire vos recherches sur le projet. Ne vous lancez pas sans avoir fait vos propres recherches. Mais définitivement, il y a une belle opportunité de ce côté-là. Donc, aujourd'hui, on a vu 3 opportunités. On a vu, premièrement, la finance décentralisée, les projets de finance décentralisée sur le Bitcoin. Après ça, on a vu l'opportunité du GBTC. Si jamais l'ETF est accepté sur Grayscale, on peut se faire 25% d'un seul claquement de doigts. Et là, on voit l'opportunité de Near et possiblement du Layer 2 Aurora. Et il faut regarder les projets aussi sur l'écosystème de Near. Si on clique ici sur CoinGecko, il y a plusieurs projets potentiels à regarder dans des plus petits market cap. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dans les prochaines vidéos, on va parler des autres narratifs qui sont intéressants au niveau du Play to Earn, au niveau des Metaverse et de certains paramètres qu'il faut garder nos yeux dessus. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par de la formation au niveau des crypto-monnaies, allez voir sur mon site web paulcryptoformation.com dans l'onglet boutique. On a la formation de base, la formation de trading, la formation pour apprendre comment fonctionne la finance décentralisée et bien sûr, le livre, la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.